Merci d'être venus nombreux écouter cette conférence. Le cycle de conférences que j'ai commencé il y a maintenant quelques mois traite d'un thème qui est le terrorisme et nihilisme. Dans une première conférence, nous avons traité de l'origine et des incarnations historiques du terrorisme. Dans une seconde conférence, nous avons abordé les buts réels ou fictifs et l'efficacité du terrorisme. Et pour cette troisième conférence, j'ai voulu aborder un sujet bien particulier qui est celui de la terreur révolutionnaire. Autrement dit, la révolution a-t-elle été la matrice de toute, disons, ce qu'on peut appeler le terrorisme étatique. Il faut savoir que le mot terrorisme et le mot terroriste apparaissent dans les dictionnaires en 1794 pour désigner à la fois une période, une séquence de la Révolution française, les années 1793-1794, et la politique menée par les hommes de la Convention afin de lutter contre les menaces extérieures aux frontières et contre l'ennemi de l'intérieur, les complots supposés être contre-révolutionnaires. Cette politique nouvelle, qui mettait en œuvre à la fois des mesures d'exception, une violence d'État et une instrumentalisation de la peur, fut-elle un dérapage accidentel de la Révolution ou au contraire l'aboutissement logique du phénomène de la Révolution? C'est le sujet dont nous allons débattre avec Patrice Guéniffé, qui est donc, Karine l'a rappelé, historien spécialiste de la Révolution et de l'Empire, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et auteur d'un livre remarquable, La Terreur, essai sur la violence révolutionnaire, paru en 2000 et réédité chez Gallimard en 2017. Parmi les autres titres de Patrice Guéniffé, un Bonaparte, une histoire de la Révolution et de l'Empire, le 18 Brumaire, épilogue de la Révolution française, chez Perrin, Bonaparte, et tout récemment, un remarquable livre qui traite à la fois de Napoléon et de De Gaulle. Patrice Guéniffé, la première question que je voudrais vous poser, en introduction de votre livre sur la terreur, vous soulignez que le phénomène de la terreur a longtemps été considéré comme le sommet de la Révolution par une pléiade d'historiens du 19e et du 20e siècle, depuis Michelet jusqu'à Jaurès, Mathiez et jusqu'à récemment Georges Lefebvre et Albert Soboul. Cette conception a subi une certaine décote auprès des historiens français dans les années 1990, après la chute du communisme et la chute du mur, et avec les travaux notamment de François Furet et de Mona Ozouf. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'aujourd'hui, on assiste à un retour en faveur ou un retour en grâce de la terreur qui retrouve une nouvelle jeunesse et je dirais peut-être une nouvelle forme de légitimité? Ça marche. Écoutez, c'est une question difficile parce qu'au fond, elle consiste à vouloir refaire l'histoire de notre représentation de la Révolution, qui a été changeante. C'est-à-dire que la Révolution française, une fois qu'elle a été terminée, a trouvé très peu d'amis, très peu de gens pour la célébrer jusqu'au milieu du XIXe siècle, où la Révolution de 1848 lui a redonné une nouvelle jeunesse. Ensuite, la République s'est efforcée précisément de séparer la Révolution de la terreur. Parce que la terreur était un peu pas une fatalité, mais un peu un poids très lourd à porter pour les républicains. Parce que la terreur condamnait l'idée de révolution, faisait que cette révolution qui avait commencé au nom de la liberté et des droits de l'homme, 3 ans après, s'était abîmée dans le despotisme et l'arbitraire le plus complet. Donc tout le travail de la Troisième République, ça a été de séparer les deux pour célébrer 89, voire 92, abolition de la royauté à travers la figure de Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, la mobilisation du peuple français contre l'ennemi extérieur, et de mettre de côté
Robespierre, symbole de la terreur révolutionnaire. Et bon, il y a des rues Danton, des collèges Danton, des places Danton absolument partout. Des collèges Robespierre, il y en a beaucoup moins, sauf dans les villes communistes, qui, au XXe siècle, ont fait de Robespierre l'un de leurs champions. Alors quand le marxisme a bien sûr donné une ampleur supplémentaire au souvenir de la Révolution, parce que pour les marxistes, la Révolution du XVIIIe siècle annonçait la révolution à venir au XXe siècle. Elle avait trouvé une première suite en Russie en 1917, et ensuite, ils pensaient qu'une révolution mondiale, une révolution universelle, allait en finir avec la société bourgeoise partout. Au milieu des années 70, le marxisme est entré en crise à la suite de la publication du livre de Solienitsyn, L'archipel du Goulag. Et donc là, il y a eu une période de 20 ans pendant laquelle le procès de la Révolution a été instruit au nom de la démocratie, dans la perspective de Solienitsyn, contre le totalitarisme. C'est la grande époque de la critique du totalitarisme, et on a vu dans la Révolution française l'expérience historique qui avait inventé le totalitarisme moderne. Alors ça dure en gros jusqu'au 11 septembre, qui a été un grand tournant dans tous les domaines. Le 11 septembre 2001, l'histoire a changé de direction, le monde a complètement changé de visage. Et ce qu'on avait cru définitif, c'est-à-dire la critique de la Révolution française et de ce qu'elle avait eu de non démocratique, de non libéral, eh bien cette époque-là est désormais révolue et on voit revenir des défenses et apologies, non seulement bien sûr de la Révolution, c'est pas elle qui est en cause, mais de la terreur et de sa violence. Ça correspond bien sûr à une conjoncture française essentiellement, qui est celle d'aujourd'hui. Vous savez, quand les institutions sont faibles, quand la société est en crise, quand les valeurs sont elles-mêmes contestées, eh bien des passions peuvent trouver à s'exprimer, à se développer, à s'épanouir, qui sont plutôt bridées dans les époques ordinaires, dirons-nous, où il y a une certaine structure. Aujourd'hui, vous avez la conjonction, crise des institutions, crise de la légitimité politique, crise sociale, crise des corps intermédiaires qui n'existent plus. Les syndicats ont disparu, on le voit bien aujourd'hui, etc., etc. Et donc, dans ce climat de tension et de quasi-anarchie, il faut bien le dire, eh bien, les passions révolutionnaires qui couvent en France depuis toujours. La France est un pays de guerre civile, il ne faut pas l'oublier. C'est un pays où personne n'est jamais d'accord sur rien. Donc forcément, il n'y a pas de consensus. Les Américains ont un consensus sur leurs institutions. Ils sont divisés. Il y en a qui haïssent Trump, d'autres qui l'idolâtrent. Mais néanmoins, la Constitution, c'est ce qui les réunit, et le drapeau. Les Anglais ont une société forte, ils ont la monarchie. Les gens qui contestent la monarchie sont très peu nombreux en Angleterre. Donc ça donne une cohésion à la société. Nous n'avons rien. Nous avons l'État et nous avons les préfets. Voilà, c'est tout. Et quand l'État est faible, il nous reste encore les préfets. Le jour où on n'aura plus les préfets, on pourra dire qu'on pourra mettre la clé sous la porte, ça sera fini. On tirera le rideau. Mais donc c'est un pays qui n'a jamais eu de consensus, c'est un pays de guerre civile. Donc la guerre civile a été heureusement intermittente. Elle a été plus souvent larvée qu'ouverte, mais néanmoins elle couve toujours. Et on le voit bien dans nos débats politiques, où il n'y a pas ce côté qu'ont les Allemands, ils peuvent discuter, les Anglais peuvent discuter, même les Espagnols arrivent à discuter. Nous, non. Nous, ça prend tout de suite la forme de l'affrontement. Alors voilà, on est à nouveau dans cette conjoncture où la révolution, dans sa phase la plus radicale et la plus violente, retrouve une nouvelle jeunesse, et on parlait tout à l'heure des simulacres de décapitation de notre président. Quoi qu'on pense de lui, c'est quelque chose à la fois d'odieux et d'inquiétant, quand on voit revenir cette idée qu'après tout, les problèmes peuvent être réglés par la décapitation d'un tel ou un tel. Voilà. Il y a même, d'ailleurs, vous évoquez effectivement le geste symbolique de la tête de Macron portée au bout d'une pancarte, voilà, comme les têtes en 1789 de Foulon et Berthier portées au bout d'une pique.
J'ai cru comprendre également que 2 de nos ministres, je crois, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ont reçu symboliquement des balles de revolver dans leur courrier. Oui. Bon, ça montre bien à quel point cette mythologie de la violence et de la révolution est bien ancrée dans les mentalités françaises. Pour en revenir à la période même de la terreur, la terreur, c'est une séquence de la Révolution française. Est-ce que vous soulignez dans votre livre qu'en fait la terreur a commencé avant 1793 et qu'elle se prolonge après la mort de Robespierre? En fait, les 2 termes avant et après ne sont pas forcément légitimes et on peut parler déjà de phénomènes précurseurs de la terreur dès 1789, non? Oui, tout dépend comment on considère la terreur. Si on la considère comme un système de pouvoir, comme une politique exercée depuis le sommet de l'État, alors évidemment, elle commence en 1793 et sans doute le point de départ, c'est la loi des suspects de septembre 1793 avec les renforcements des pouvoirs du comité de salut public, etc., etc. Si on la considère plutôt comme une politique, comme une technique, comme une stratégie qui consiste à l'emporter, même si on est ultra minoritaire, par l'intimidation et la peur, alors on peut dire qu'elle commence dès 1789. Et celui qui va être le principal, orateur, la principale incarnation de la terreur, qui est Marat, Marat publie son premier numéro de l'Ami du Peuple en septembre 1789. Et à partir de ce moment-là, jour après jour, il va réclamer des têtes en disant que la révolution ne pourra pas aboutir si on n'élimine pas physiquement les ennemis du peuple et de la révolution. Et Marat, qui était un peu dérangé quand même, il faut bien l'admettre, donne des comptabilités. C'est-à-dire que chaque jour, il publie le nombre exact de têtes qu'il faut couper. Alors ça commence par quelques milliers, et ça aboutit à quelques centaines de milliers, toujours avec des chiffres très précis. Par exemple, 123 457 têtes. Bon, pourquoi, on ne sait pas. Mais toujours est-il que s'instaure ce climat et cette idée, au fond, que la révolution ne peut pas réussir par la légalité qu'elle est en train de créer. Donc les révolutionnaires, en même temps qu'ils font une constitution, prennent des mesures d'exception pour combattre leurs ennemis réels ou supposés. Et bien sûr, vous savez, dans un climat comme ça peut se comprendre, parce que la révolution, c'est une situation d'affrontement. Légitimité contre légitimité, celle du roi contre celle du peuple. Donc c'est un climat qui ressemble beaucoup à la guerre. C'est-à-dire, si on ne tue pas, si on n'élimine pas politiquement ou physiquement l'adversaire, on sera éliminé. Et il y a ce que Clausewitz avait très bien décrit, un phénomène de montée aux extrêmes. C'est-à-dire que plus l'affrontement se nourrit de lui-même. Si on commence à dénoncer des complots et des conspirateurs, et qu'en effet on trouve, il y en a des complots dans la Révolution, des complots, ça augmente encore l'impression d'être dans une citadelle assiégée et qu'il faut réagir par tous les moyens. Et dans la presse, c'est la presse qui joue le mauvais rôle, au fond, dans la Révolution française. Oui, déjà. Et Michelet le dit, Michelet dit les journalistes se courent après les uns les autres. Parce que si Marat réclame 100 000 têtes, le lendemain, son rival, Fréron, qui publie l'Orateur du peuple, va en réclamer 200 000. Parce qu'ils se partagent un marché. La fortune, elle est là pour eux, les recettes. Donc il faut être toujours plus violent pour essayer de piquer les lecteurs du concurrent. Et ça joue un très grand rôle dans la Révolution. Même chose dans les clubs. Et cette surenchère, ensuite, est reproduite au sein des assemblées révolutionnaires. Oui. Pas de la Constituante. La Constituante fait de la résistance, pour ainsi dire. La Constituante reste une assemblée d'ancien régime, d'une certaine façon. De notables. De notables. Une moitié de députés du tiers-État qui, pour l'essentiel, sont ce qu'on appellerait des fonctionnaires de la monarchie, des juges, des administrateurs provinciaux, des gens comme ça. Un quart de nobles, un quart de prêtres. Alors, cette assemblée conserve des manières, elle a été élue selon des formes d'Ancien Régime, elle conserve des manières qui sont celles de l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas dans l'Assemblée.
il y a des débats âpres. Il faut avoir du caractère pour rester à la tribune, pour la tenir, avec les gens qui hurlent, le public qui pousse des cris, etc. Mais néanmoins, on ne descend pas pour arracher quelqu'un de la tribune. En 93, un jour, un député breton dur à cuire, qui s'appelle Lanjuinet, est en train de parler, il dénonce les montagnards et il refuse de descendre de la tribune. Un boucher versaillais, député de la Convention, s'approche et lui dit « Descends ou je t'assomme comme un bœuf ». Et Lanjuinet répond « Décrète avant que je suis un bœuf et après tu pourras m'assommer ». Voilà. C'est-à-dire que la physionomie de la vie parlementaire a complètement changé. Avec un renouvellement du personnel politique aussi. Ce qui en fait va embarquer la révolution dans la violence, c'est une décision qu'a prise, malencontreuse, qu'a prise l'Assemblée constituante en 1791 à l'initiative de Robespierre, qui est que ses membres, les membres de l'Assemblée constituante, ne pourront pas se succéder à eux-mêmes. Ils ne seront donc pas éligibles à l'Assemblée qui va suivre, l'Assemblée législative, que suivra la Convention. Et ça entraîne un renouvellement complet du personnel politique. C'est-à-dire que les gens qui, depuis 3 ans, s'efforcent de recréer des institutions, de ménager une petite place pour le roi, de refaire un état de droit, du jour au lendemain se retrouvent dehors. Et arrive toute une ribambelle de députés qui sont souvent des gens qui n'avaient pas réussi à se faire élire en 89 et qui tiennent leur revanche. Alors, il y en a de très connus comme Condorcet, comme Brissot, Vergniaud, etc. Et qui arrivent à Paris avec l'idée que la révolution est encore à faire. On n'a pas fait assez. La Constituante n'a pas tout fait. D'abord, elle a gardé le roi. Donc, il faut aller plus loin. La révolution doit continuer. Et là, il s'engage au sommet de l'État dans une surenchère qui aboutira à la violence avec les premières lois de proscription contre les prêtres qui refusent de prêter le serment, contre les nobles, contre les émigrés, etc., etc. Si on parle de la terreur en tant que politique, une politique, ça s'exprime notamment par le vote d'un certain nombre de lois. Quelles sont les principales lois qui ont accompagné le mouvement de la terreur et qui se sont même, au fur et à mesure, ont durci leur position? Au départ, ce ne sont pas des lois, il y a 2 événements majeurs. Le premier, c'est l'insurrection du 10 août, où les insurgés, des colonnes d'insurgés montées de Marseille, vont renverser le roi, massacrer ses gardes et, au fond, imposer l'abolition de la royauté à l'Assemblée législative, qui était un peu hésitante sur l'opportunité de le faire. Le deuxième événement, ce sont les massacres de septembre, 3 semaines après, massacres dans les prisons de Paris, où 4 à 5 000 prisonniers vont être massacrés. Pas seulement des prêtres suspects parce qu'ils étaient opposés au serment de fidélité à la Constitution, mais aussi on va massacrer les prostituées qui sont enfermées à Bicêtre, les enfants trouvés qui sont également à Bicêtre, par des tribunaux improvisés, de gens qui s'improvisent détenteurs de la légitimité révolutionnaire et qui massacrent à tout va. Et ça va faire régner dans Paris un climat de terreur dont la ville ne sortira qu'à l'été 1794, donc pendant presque 2 ans. À partir de ce moment-là, il s'agit d'une lutte à mort entre la Révolution et ceux qu'elle considère comme ses ennemis, qui change, parce que beaucoup de ceux qui ont commencé le mouvement deviennent à leur tour des ennemis. Ils vont tous successivement monter à l'échafaud. Aussi de surenchères violentes et de conflits violents entre factions révolutionnaires qui se disputent le pouvoir dans un pays où le peuple, qui avait effectivement commencé la révolution le 14 juillet, comme dit Michelet, rentre chez lui. Taux de participation aux élections tombe entre 5 et 10%. C'est-à-dire que plus personne ne se déplace, d'abord parce que les gens ne sont pas tranquilles, ne sont pas rassurés, commence à régner un climat d'intimidation, commence à apparaître des comités de surveillance, comités révolutionnaires, qui se donnent pour mission de traquer les suspects. Et les lois ne font qu'embrayer sur cette violence qui a commencé à la base.
dans la presse, dans les journaux, dans la rue. Et ensuite, les lois vont commencer. La première loi, c'est l'établissement du tribunal révolutionnaire, qui paradoxalement, dans l'esprit de Danton qui le fait créer, vise à diminuer la violence. À modérer les excès du peuple. Et Danton a cette phrase qui dit tout: « Soyons terribles pour éviter au peuple de l'être, en y mettant des formes. » Et effectivement, pendant la première partie de son histoire, le tribunal révolutionnaire va davantage acquitter que faire guillotiner. Il y aura assez peu de guillotinés. Après arrive la création du comité de salut public, qui est un organisme qui déroge à la règle, puisque c'est un organisme, un comité parlementaire, qui devient pouvoir exécutif, puisqu'il va avoir sous sa coupe les ministres, donc le gouvernement, et puis, d'une certaine façon, la Convention. Et le comité de salut public va sans cesse accroître ses prérogatives en intimidant les parlementaires. Et au temps du grand comité, celui où on retrouve Billaud-Varenne, Robespierre, Saint-Just, Carnot, leur mode de gouvernement, c'est l'intimidation. Faire peur aux députés pour que les députés votent tout ce qu'on leur demande. Et on leur demande de plus en plus. Et il y a au fond une surenchère. Le gouvernement se radicalise parce qu'aussi autour de lui, on se radicalise. Et les plus radicaux cherchent à prendre la place. Donc il lui faut être toujours plus dur. Ensuite vont arriver des lois d'exception. D'abord la loi qui met la terreur à l'ordre du jour. Donc en septembre 1793, le 5 septembre. Puis la loi des suspects qui permet l'enfermement sans jugement de tous ceux qui seront considérés comme suspects, c'est-à-dire dénoncés par leurs voisins ou autres. On estime que 500 000 personnes ont été, 1,5 million de personnes ont été enfermées suite à l'application de cette loi. Au mois de décembre 1993, une loi décrète que le gouvernement est révolutionnaire jusqu'à la paix définitive, c'est-à-dire que le gouvernement est habilité à gouverner en dehors des règles et des lois, par des mesures exceptionnelles. Puis viendront les lois de Ventose, donc mars 1994, proposées par Saint-Just, sur le partage des biens des condamnés. C'est-à-dire que les condamnés à mort verront leurs biens confisqués et partagés entre les citoyens indigents. C'est-à-dire que les pauvres récupéreront. C'était une politique de redistribution sociale un peu brutale. Ce qui va aussi contribuer à accélérer à augmenter le nombre des condamnations à mort. Et puis Robespierre va imposer finalement une réforme du tribunal révolutionnaire qui supprime la défense, plus d'avocats, plus d'instruction non plus. Il suffit de 2 témoignages, donc de 2 témoins, pour que quelqu'un soit reconnu coupable. Et les juges du tribunal n'ont plus que l'alternative entre 2 peines, l'acquittement ou la mort, sans procédure d'appel. Et là, à partir d'avril 1794, le nombre des condamnations explose, jusqu'à la chute de Robespierre. On a le sentiment, quand on regarde l'évolution de ces lois révolutionnaires, que la stratégie de la terreur a évolué, qu'on est passé au départ d'une stratégie d'intimidation de l'adversaire à une autre stratégie qui est l'élimination, non plus de l'adversaire, mais de l'ennemi. Et on assiste en quelque sorte à une déshumanisation de l'ennemi, ce qui permet tous les excès à ce moment-là, non ? Oui, on le voit déjà dans les massacres de septembre, d'abord à travers les cruautés qui sont exercées sur un certain nombre de victimes. Et le cas le plus connu, c'est celui de la princesse de Lamballe, hein, qui est éviscérée, décapitée. On traîne son cadavre dans les rues par l'intestin. Ensuite, on va présenter sa tête. Ils ont voulu le faire, ils n'ont pas réussi parce que les gardiens du temple qui gardaient Marie-Antoinette s'y sont opposés. Mais ils voulaient que Marie-Antoinette soit forcée d'embrasser la tête coupée de la princesse de Lamballe. Donc on sent qu'il y a une volonté de déshumaniser, d'avilir le cadavre de l'ennemi, qui est d'époque parce qu'on le trouve aussi dans le camp adverse. Il y a par exemple un massacre très célèbre à Avignon, où un jacobin, un leader jacobin, est massacré par des femmes à l'issue d'un marché. Il y a eu un rassemblement. Elle le massacre dans la cathédrale d'Avignon. Et après l'avoir tué,
elle lui découpe les lèvres avec une paire de ciseaux, afin de le punir par où il a péché, puisqu'il avait blasphémé. Donc c'est une cruauté qui revient à la faveur d'un contexte de troublé, Oui. où il n'y a plus rien. Et cette cruauté, elle est récurrente. On la constate au moment des guerres de religion notamment. Voilà, On assiste à ce même phénomène de Coligny. déshumanisation Oui, de l'ennemi. Donc ça, c'est un trait profond, et on verra encore des choses, par exemple le massacre des prisonniers, des malades d'un hôpital psychiatrique près d'Orléans en 1940, au moment de l'Exode, où les infirmières ne sachant que faire et les médecins ne sachant que faire de tous ces malades, décident de les tuer. Après tout, c'est le plus simple. On est en 1940. Donc c'est quelque chose, on peut dire, qui est anthropologique, qui est inscrit au fond de l'individu, de l'être humain. Et quand les lois se relâchent, le pouvoir s'affaiblit, le désordre monte, tout est possible. Voilà. Maintenant, la Vendée va jouer le rôle principal. Parce que là, la Vendée, c'est une vraie guerre civile, avec deux armées qui s'affrontent. Et avec, du côté des républicains, cette idée qu'ils affrontent des gens qui perdent leur qualité d'être humain par leur opposition à la révolution. Parce qu'après tout, les révolutionnaires sont convaincus que la révolution est bonne, qu'elle amènera le bonheur au peuple. Donc ceux qui refusent la révolution, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Soit ils ont des intérêts privés tellement puissants qu'ils sont contre le bonheur du peuple. Ils veulent le bonheur pour eux, mais pas pour les autres. Soit ce sont des ignorants, des gens trompés, voire peut-être même des animaux. Et on publiait des petits catéchismes à l'usage des enfants sous la Révolution pour leur apprendre les bons principes. Et il y a une question. Qu'est-ce qu'un royaliste ? Réponse dans ce catéchisme destiné aux enfants. Un royaliste est un chien, ce n'est pas un homme. Voilà. Et on peut dire que cet état d'esprit, dans la guerre de Vendée, il se donne libre cours. D'où les atrocités qui ont été commises en Vendée. Les mariages républicains, je sais qu'ils sont... certains les contestent. Néanmoins, les témoignages sont suffisamment probants pour qu'on puisse croire que certains des noyeurs de Nantes ont eu effectivement l'idée de célébrer des mariages républicains, c'est-à-dire qu'on faisait déshabiller entièrement ceux qui allaient mourir coulés dans la Loire, et on attachait ensemble face à face un homme et une femme. Et une fois au milieu de la rivière, du fleuve, de la Loire, eh bien on coulait le bateau et on tranchait les mains de ceux qui réussissaient à se détacher et à s'agripper au rebord des embarcations. Donc des atrocités comme ça. Donc là, ils étaient moins les faits, parce que là, c'est pas fait par les gens, les paysans, les gens pas très instruits. Là, c'est fait par des militants révolutionnaires. Les noyeurs de Nantes vont tous vivre, pour la plupart, il n'y en a que 2 ou 3 qui ont été condamnés à mort par la suite. Ils vont tous continuer à vivre, ce sont des bons bourgeois qui, par enthousiasme révolutionnaire, se sont livrés à ce genre d'atrocités. Il y a même pire, il y a eu les colonnes infernales en Vendée, voilà, du général Turreau. Oui. Et à cet égard, c'est un sujet de débat entre les historiens. On a pu parler ou de génocide ou de populicide. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté d'exterminer une population entière, pas seulement les ennemis de la Révolution, mais exterminer également les femmes, les enfants, afin d'empêcher la reproduction de générations anti-révolutionnaires. Est-ce qu'on peut réellement parler à ce moment-là de génocide ou de populicide ? Non, vous savez que ça va même plus loin, parce qu'il y a une lettre d'un des officiers de Turreau au comité de salut public, dans laquelle il écrit « Mais que doit-on faire des républicains vendéens ?» Et le comité de salut public lui répond « Écoutez, le mieux est de les tuer, parce qu'on n'est pas certain de leur loyauté. » Ça veut dire que le fait qu'ils soient vendéens passe avant leurs opinions et jette un doute sur leurs opinions. J'emploierai pas le terme de génocide, parce que génocide suppose un peuple qui existe. La Vendée existe par l'insurrection. Elle couvre d'ailleurs des régions de l'Anjou à la Vendée proprement dite, très diverses. Donc il n'y a pas de peuple vendéen. Il y aura par la suite un peuple vendéen par la mémoire de ce qui s'est passé, du massacre. Mais on ne peut pas dire que, comme les Arméniens forment un peuple ou les Juifs,
il y ait un peuple vendéen. Mais on peut parler de populicide, parce que pour la première fois dans l'histoire moderne, en tout cas, un gouvernement tue son peuple, tue une partie de son peuple, qu'il juge inassimilable. Parce que si les Vendéens doivent mourir, c'est parce qu'ils sont inassimilables par la République. Ils sont si entêtés qu'on ne peut rien faire d'eux. L'idée va rester. Hein, parce que vous savez qu'en 1914, Clémenceau, qui était lui-même vendéen, alors il sait de quoi il parle, qui est-ce qu'il envoie en première ligne? Les Vendéens et les Bretons, en disant ce sont de mauvais Français, ce sont de mauvais citoyens, de mauvais républicains. Alors s'ils meurent les premiers à la guerre, c'est pas si grave. Vaut mieux que ce soit eux plutôt que de bons Français. Donc c'est-à-dire que l'idée est restée. Et la République a toujours, d'ailleurs aujourd'hui encore, un problème avec la Vendée. Au fond, on peut dire que cette expérience de la terreur a servi de modèle à un certain nombre ensuite de régimes. Quand on pense par exemple aux massacres commis par les Khmers rouges au Cambodge, par les massacres commis par les bolcheviks en Russie, est-ce qu'ils se sont réellement inspirés ou non de la Révolution française? Oui, bien sûr. Un certain nombre de bolcheviks, de futurs bolcheviks, ont fait leur apprentissage en France. Et ont fait leur apprentissage avec la Révolution française en tête. Lénine, par exemple. Lénine est très soucieux de ne pas répéter les erreurs des révolutionnaires français. Parce que pour lui, s'ils ont échoué, c'est qu'ils n'étaient pas assez organisés. C'est qu'ils n'étaient pas assez durs dans la pratique révolutionnaire. Les Khmers rouges, Pol Pot en tête, ont travaillé en France. Pol Pot a été ouvrier chez Renault. C'est là qu'il a découvert le marxisme. Donc, la Révolution française a joué un grand rôle. Et je crois qu'il y a une raison de fond à ça. C'est qu'il y a dans la Révolution française quelque chose d'ultra radical. Parce que la Révolution française ne vise pas à rendre le monde meilleur. Elle ne vise pas à corriger des injustices. Elle ne vise pas à revenir à un état d'avant, jugé plus profitable pour les gens. Elle cherche une refondation de la société. Totale. La Révolution française, c'est que la croyance au fait qu'on peut renverser le monde tel qu'il est, le détruire de fond en comble et le reconstruire en mieux. Voilà. Et elle croit, au fond, elle s'imagine que les sociétés sont semblables à des machines. Et les révolutionnaires, ils sont un peu, vous savez, les enfants, vous leur donnez un jouet, ils retournent toujours pour voir comment ça marche. Si c'est un jouet qui marche tout seul, ils regardent. Eh bien, les révolutionnaires, ils font la même chose. Ils pensent qu'on peut démonter la société, qu'à partir du moment où on connaît ses rouages et la manière dont ils fonctionnent, eh bien, on pourra la remonter en mieux. Et que cette fois, tous les rouages marcheront comme il convient. Et il y avait une utopie au XVIIIe siècle qui annonce la révolution, qui est l'utopie de l'homme-machine. C'est lié à l'invention des automates. Et Condorcet était fasciné avec ça. Condorcet rêvait d'un citoyen automate, c'est-à-dire interchangeable et qui prendrait toujours les bonnes décisions. Il ne se tromperait jamais, parce que ça serait une machine. Et au fond, les révolutionnaires, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. De détruire l'homme tel qu'il est, avec ses passions, ses intérêts, ses faiblesses, pour recréer un homme qui soit entièrement et uniquement un citoyen. D'où les projets éducatifs, par exemple le projet de Lepelletier, qui a été assassiné, le projet a été repris par Robespierre, de casernement des enfants, de manière à les arracher à l'influence délétère de leurs parents pour les élever comme des citoyens soldats. Oui. Voilà. Donc il y a un rêve romain, mais qui n'est pas romain. Eux, ils le travestissent en termes, parce que leur culture, c'est la Rome antique, mais en réalité, ce qu'ils inventent, c'est le totalitarisme moderne tel qu'il va se déployer au XXe siècle. Ils n'inventent pas que ça, il faut le dire aussi, parce que la Révolution, on lui doit aussi le Code civil, on lui doit beaucoup de choses. Quand on envisage la Révolution, on a l'impression d'avoir affaire à une sorte de mécanique qui se reproduit elle-même et qui va sans cesse évoluer vers plus une sorte de montée aux extrêmes. Oui. Cela dit, une révolution, c'est aussi l'intervention des hommes. Est-ce qu'on peut essayer de voir dans la Révolution deux factions que l'on pourrait symboliser par le duel entre Danton et Robespierre? Et est-ce que, au fond, Danton et Robespierre ne représentent-ils pas les deux voies possibles d'évolution de la Révolution? Je n'en suis pas convaincu, mais
Danton a approuvé la terreur au début. Oui, aussi, bien sûr. Il en a été l'un des artisans. Oui. Le problème de ces révolutionnaires, vous savez, c'est qu'ils sont embarqués dans une mécanique qui finit par les broyer. Et ils le savent, Robespierre sait à la fin qu'il va mourir. Saint-Just aussi, d'ailleurs. Saint-Just le sait, ils le savent tous que ça va finir comme ça, à partir du moment où ça a commencé. Ils savent qu'il n'y aura pas de fin heureuse pour eux. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la personnalité, bien sûr, compte. C'est-à-dire que si Robespierre n'avait pas existé, ni Danton, ni Saint-Just, si la Révolution s'était cantonnée à Mirabeau, assurément, elle aurait beaucoup mieux fini qu'elle n'a fini et on aurait évité beaucoup de morts. Il était corrompu, certes, mais il n'était pas violent. Voilà. Il est le grand homme de la Révolution. Alors, ensuite, ça tient pour beaucoup. C'est-à-dire que la supériorité de Robespierre va faire que la terreur va prendre un caractère qu'elle n'aurait pas eu sans lui. Parce que Robespierre a au fond intériorisé les valeurs de la Révolution. Il vit pour la Révolution. Il n'a pas de moi privé, il n'a pas de vie privée. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'amis. Il a un petit cercle autour de lui d'admirateurs qui lui offrent des bustes de lui-même, qui chantent ses louanges, etc. Lui, il joue les marieurs. Il faut qu'autour de lui, tout le monde se marie, parce qu'il a en même temps, il est très moral. Mais il vit pour la Révolution. Et ça donne une grande supériorité sur ses rivaux, en particulier sur Danton. Oui. Quand Danton se remarie avec une fille de 17 ans, qu'est-ce qu'il fait? Sa femme est morte. 3 mois après, il est remarié avec une fille de 17 ans. Il l'emmène, bien sûr, à la campagne pour profiter de sa nouvelle épouse. La Révolution, il n'en a plus rien à faire pendant quelque temps. Et là, c'est ce qui le condamne à mort. Parce que pendant qu'il n'est pas là, Robespierre pousse ses pions, place ses hommes à lui, un peu partout. Donc la personnalité compte. Je ne pense pas qu'il y aurait eu d'issue avec Danton. Danton est trop velléitaire. C'est-à-dire précisément, il n'a pas le tempérament qu'il faut pour faire la Révolution. Il n'est pas dédié à 24 heures sur 24 à la lutte politique. Et les Girondins non plus. Brissot, Condorcet restent des intellectuels un peu, comment on dit, bohèmes de la fin de l'Ancien Régime, et ils ont d'autres intérêts que la politique. On a pu voir en Danton une sorte de statue idéale du révolutionnaire. Pourtant, dans votre livre, vous soulignez que Danton n'est pas porteur d'une idéologie. Non. Et qu'au fond, Danton a mis en œuvre la terreur comme une tactique de conquête du pouvoir et une stratégie pour éliminer ses adversaires. Et en même temps, vous soulignez qu'il y avait chez lui une croyance dans un destin providentiel. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, Robespierre, pardon. Robespierre, oui. Il croyait en une sorte de mission providentielle de sa part, qui était d'amener la Révolution à son but ultime. Bon, ça c'est un sujet très, très difficile à expliquer. On peut prendre un exemple qui permet de comprendre comment ça fonctionnait dans sa tête, qui est celui de la peine de mort. Robespierre est un adversaire convaincu, résolu et définitif de la peine de mort. En 89. Encore après. Il n'y a pas de raison de douter de sa sincérité. Il était avocat, il a eu l'occasion d'assister à un condamné à mort avant la Révolution. Il en a été malade pendant 3 mois. Il n'a pas changé après. Il a la conviction que la peine de mort n'instruit pas. Elle n'instruit pas les gens qui assistent à l'exécution, elle n'empêche pas la répétition du crime. Un peu de ce point de vue-là, il a l'opinion de Badinter sur la peine de mort. Maintenant, Robespierre distingue l'état civil, l'état social dans les temps normaux, où la peine de mort est inutile et même nuisible, parce qu'elle donne de mauvais exemples, et la Révolution. Et il le théorise, il dit la Révolution, c'est une guerre. Dans une guerre, il faut tuer ou être tué. Il n'y a pas de troisième solution. Donc s'il est contre la peine de mort pour les délits de droit commun dans une époque normale, il est pour la peine capitale dans la Révolution parce qu'il la voit comme un acte de guerre. Et vous savez, sa célèbre position sur Louis XVI, il dit il faut le tuer sans le juger. Parce que la Révolution est par nature, par définition, légitime. Parce qu'il dit, si vous supposez que Louis XVI puisse être innocenté par un tribunal, alors ça veut dire que vous admettez que la Révolution puisse être coupable? C'est impossible. Donc il faut qu'il meure.
Il a une phrase célèbre, il faut que Louis meure pour que la patrie vive. C'est implacable, mais c'est ça. Alors, là-dessus, il a cette idée qu'en effet, la révolution suppose une mobilisation permanente et que, au fond, il est convaincu très tôt que le peuple s'identifie dans sa propre personne, qu'il en est l'incarnation, parce qu'il est l'incorruptible, le pur, le seul pur au milieu d'une bande de corrompus ou d'arrivistes, et donc il a une mission particulière. Et puis en plus, il va donner à la Révolution une forme, une coloration plutôt particulière, parce qu'il se trouve que Robespierre n'a jamais rompu avec le catholicisme. Oui. C'est sa particularité oui. Dans la Révolution. Ils sont tous anti-chrétiens, la plupart, en tout cas anti-religieux. Lui, non. Il fait enfermer tout un tas de prêtres au Mont-Saint-Michel. Ce sont un peu ses otages à lui, ses prisonniers à lui. Mais il empêche qu'on les envoie devant le tribunal. Il protège les prêtres. Il a des accointances avec une secte qui voit en lui le Christ ressuscité. Le nouveau Messie. Oui. Voilà, ça va lui attirer quelques ennuis. Bref, il a cette conviction, il est rousseauiste. Alors il croit à l'immortalité de l'âme, à la vie après la mort et à la rétribution des peines et des fautes après la mort. Donc ça va avoir des effets non pas modérateurs comme beaucoup de gens le croient, mais au contraire, ça va avoir pour effet de radicaliser la révolution. Parce que pour lui, la révolution, d'abord, ce n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire de morale. Le citoyen, ce n'est pas le type qui a le droit de vote, c'est celui qui est vertueux dans sa vie publique et dans sa vie privée. Et à partir de ce moment-là, quand on confond la politique et la morale, un peu comme le font les talibans ou Daesh, alors là, on s'engage dans une entreprise meurtrière sans fin. Parce qu'après tout, le vice et la corruption, ils sont dans le cœur de chacun. C'est la racine de tout totalitarisme. Voilà, en fait. Oui. Et il y a ça. Et c'est en cela qu'il incarne la forme la plus absolue de la révolution et celle qu'on retrouvera dans les régimes vraiment totalitaires qui ont été le régime bolchevique, au moins à l'époque de Lénine. Staline, c'est un peu différent, c'est un régime... C'est une tyrannie, c'est un peu différent. Et puis le régime Khmer Rouge, qui là a aussi un idéal de pureté qui passe par l'élimination d'une grande partie de la population. Alors justement, est-ce qu'on peut essayer de dresser un bilan de la terreur ? Dès le 19e siècle, un certain nombre d'historiens se sont penchés sur le nombre de victimes que la terreur a pu faire. Dans ses études historiques, Chateaubriand en cite notamment un certain nombre. Un autre historien, Sylvain Prudhomme, également l'a tenté. Bon, je crois que celui-ci cite le chiffre de 2 millions de victimes que la terreur aurait faites. Bon, ce sont peut-être sans doute légèrement exagéré. Cela dit, au-delà même du nombre de victimes, il y a ce qu'a été la vie quotidienne des Français sous la terreur. C'est-à-dire, non seulement, bien sûr, il y avait la guillotine qui était comme une perspective presque inéluctable, mais également il y avait la peur de la dénonciation. Et on sait que la dénonciation a joué un rôle considérable au moment de la Révolution. C'est une tradition française, malheureusement, qui s'est perpétuée pendant longtemps et qui se perpétue encore aujourd'hui. Mais justement, est-ce que le but même des révolutionnaires qui ont instauré la terreur, ce n'était pas cela, c'est-à-dire museler toute forme d'opposition par la crainte, justement, d'arriver un jour ou l'autre devant la guillotine ? D'abord sur le bilan, aujourd'hui on le connaît à peu près. La terreur légale, donc après jugement, le nombre des morts se situe entre 40 et 50 000. Il faut voir que c'est concentré dans le temps. Ça commence fin 92, les premières exécutions, et ça s'arrête en juillet 94. Donc ça dure à peine 2 ans. Donc 40 à 50 000 personnes exécutées, fusillées, par suite d'un jugement. On estime le nombre des morts totales suite aux violences générales à autour de 300 000. Alors ça peut être en un an. Là, c'est concentré sur un an. 300 000 morts en un an, c'est énorme. Ça veut dire une très grande violence. Et vous avez raison, il y a les 500 000 personnes qui sont soit emprisonnées, on avait transformé les couvents en prisons, tout un tas de couvents parisiens étaient devenus des prisons où étaient enfermés les aristocrates, etc. Et puis, il y a bien sûr, pour le commun des Français,
les gens normaux. La peur, qui est d'abord la peur d'avoir oublié son certificat de civisme. On ne pouvait rien faire sans un certificat de civisme délivré soit par la municipalité, soit par le comité de surveillance local, soit par le comité révolutionnaire local. Tous ces comités étant salariés, c'est-à-dire que tout un tas de gens, généralement du très bas de la société, trouvaient un emploi et surtout des occasions de rapine. Chantage, extorsion. Napoléon racontera avoir vu même des conventionnels comme Barras rançonner des gens pour leur éviter d'être fusillés, en disant, voilà, tu ne seras pas fusillé si tu me donnes tant. Voilà. Bon, il y avait les visites, alors c'est aussi le régime, des visites domiciliaires, c'est-à-dire qu'en pleine nuit, on sonne chez vous, on entre et on fouille tout. On casse éventuellement. Mallet Dupan raconte une visite que lui font les Jacobins, ils jettent les meubles par la fenêtre. Ils se retrouvent sans meubles. Mais aussi, on vous volait toutes sortes d'objets. Surtout si vous aviez caché des pièces d'or, des bijoux, de la vaisselle, qui devaient être donnés pour l'effort de guerre, pour être fondus. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, les lettres de dénonciation, très nombreuses. Bon. Ça, ce n'est pas la dernière fois dans l'histoire française. À l'époque, en 1940, ça a été la même chose. Les voisins qui dénoncent les voisins, les gendres qui dénoncent les belles-mères, et réciproquement, etc., etc. Mais qui vous envoient devant un comité. Il y a aussi le risque que vous courez si vous avez bu un petit coup de trop. Des agriculteurs, par exemple, ont été guillotinés pour avoir chanté, étant ivres, après la moisson, un chant royaliste, envoyé à l'échafaud pour contre-révolutionnaires, etc., etc. Donc un climat d'intimidation très pesant. Plus il faut ajouter la quasi-paralysie de l'économie pendant plus d'1 an. Parce qu'après tout, on fait de la politique, on n'a pas le temps de travailler. La rupture des communications entre les villes. Il faut voir que quand le directoire va s'installer, le directoire va faire un audit, donc vers 1796-97, régime plus modéré. Il va faire un audit par des envoyés dans les départements. Les ponts n'ont pas été entretenus, les routes non plus, les routes sont coupées, on ne peut plus circuler, on ne peut plus traverser les rivières, tout tombe en ruine. Il y a un audit dans les Bouches-du-Rhône, les orphelinats à Marseille, taux de mortalité 100%. C'est-à-dire que pas un enfant placé dans un orphelinat ne survit, parce que le pays est à l'abandon. Donc ça fait partie du contexte de la vie quotidienne aussi, très difficile. On revient dans beaucoup d'endroits, il y a là le problème de l'argent qui ne vaut plus rien, avec une inflation à 3000% par mois. Donc c'est-à-dire que les billets ne valent même pas le prix du papier. Donc dans beaucoup de régions, on revient au troc. On échange un morceau de fer contre une baguette de pain, etc., etc. Donc la vie est très très difficile. Et vous savez, quand tout ça s'est arrêté d'un coup, avec la mort de Robespierre, dans les 5 jours qui ont suivi, on a ouvert les portes des prisons. Les suspects sont sortis, etc., etc. Et là a commencé le grand déballage, où les gens racontaient ce qu'ils avaient vécu et connu, et ont commencé les procès faits aux terroristes. Tous les terroristes de province, c'est-à-dire tous ces types qui étaient dans les comités, qui terrorisaient leurs concitoyens, se sont réfugiés à Paris, pensant qu'à Paris, ils seraient à l'abri, avec leurs familles. La Convention, qui siégeait encore, mais qui avait changé d'état d'esprit à 100%, a pris un décret ordonnant qu'on les renvoie chez eux. Et beaucoup de ces révolutionnaires terroristes ont été massacrés quand ils sont rentrés dans leur ville de province. Ce qui prouve que le ressentiment, l'esprit de vengeance était très fort. Donc ça a été une année vraiment très, très difficile à vivre. Si Thermidor ne marque théoriquement la fin de la terreur, est-ce que l'on peut considérer en fait que l'homme qui a mis fin véritablement à la Révolution, qui a marqué son terme, c'est Bonaparte ou Napoléon? Bien sûr. Vous savez, Bonaparte arrive avec une idée très claire de ce qu'il faut faire. Et il a cette idée qu'on ne peut mettre fin à une révolution que par la réconciliation. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc il ne faut pas chercher à punir quiconque pour ce qu'ils ont fait. Et lui-même aura dans son entourage des gens qui ont les mains couvertes de sang. Par exemple, sa sœur Pauline
C'était amouraché de Fréron qui avait 3 fois son âge et qui était un des pires. Fréron était un massacreur. Alors là, quand même, Bonaparte lui a dit « Je t'interdis d'épouser Fréron, il a les mains pleines de sang. C'est un homme utile, mais ce n'est pas le genre d'homme qu'on invite à sa table. » Donc elle ne l'a pas épousé. Mais il a cette idée qu'on ne doit pas punir. Donc on ne punira pas les terroristes, les jacobins. Au contraire, on va les faire travailler au service de l'État. Les Vendéens, on va leur donner ce qu'ils veulent. Donc on leur rend leur messe dominicale, les cloches qui sonnent, pas les processions, parce qu'il ne faut pas quand même en faire trop, mais on leur rend, plus la paix. On les autorise à rentrer chez eux, etc. C'est-à-dire une politique de réconciliation où on ne punira ni les gens de gauche, ni les gens de droite. Bonaparte, en échange, leur donne la gloire au service de l'État. Les irrédentistes, ceux qui vraiment veulent continuer la révolution ou veulent le retour des Bourbons, on les tue. C'est ce qui se passera. Il tuera, il fera éliminer les derniers républicains qui ont voulu lui-même le tuer, et les royalistes eux aussi, à la faveur de l'attentat de la conjuration de Cadoudal, passeront à la trappe. Voilà, il éliminera les extrêmes en rassemblant au centre et la gauche et la droite. Ça doit vous rappeler quelque chose, parce que De Gaulle a fait la même chose, et même notre actuel président disait qu'il allait faire la même chose avec moins de succès, semble-t-il. Mais Bonaparte, lui, a réussi. Voilà. Il a réussi comme ça, en fait. Et en gardant de la Révolution ce qu'il estimait juste et bon, l'égalité devant la loi, l'admission de tous à tous les emplois, des choses comme ça, et en récupérant de l'Ancien Régime ce qu'il estimait juste et bon, la religion, l'Église, les distinctions honorifiques qu'il jugeait indispensables à une société fonctionnant de manière harmonieuse. Donc il a réussi comme ça par une politique qui permettait de sortir des passions révolutionnaires. Et peut-être une dernière anecdote, c'est Merlin de Douai, auteur de la loi des suspects en 93, très grand juriste, que Bonaparte fait entrer au Conseil d'État. Et Merlin de Douai se retrouve assis au Conseil d'État à côté d'un collègue qu'il avait fait déporter quelques années plus tôt. Et il dit, on n'arrivait pas à se parler. Le temps avait passé, pourtant 4-5 ans avaient passé, mais on n'arrivait pas à se parler. Non seulement on ne se parlait pas, on ne se serrait pas la main, mais on n'arrivait même pas à se regarder. Donc il dit que c'était inconfortable parce qu'on était assis chacun sur notre chaise un peu tournée pour ne pas voir l'autre. Et Bonaparte, il avait compris que terminer une révolution, c'est très difficile. Parce qu'il y a tellement de passions qui sont impliquées dans une révolution, dans une guerre civile, qu'en sortir, c'est difficile. Et on a vu beaucoup de pays, les pays de l'ex-Yougoslavie, l'Afrique du Sud, avoir beaucoup de mal de sortir de ça. Hein. Et lui, il l'a fait par une politique de modération, avec de l'autorité et de réconciliation. Oui. Alors, il y a une question qui se pose quand on a lu votre livre, c'est comment se fait-il que si la terreur est l'aboutissement logique de la révolution, comment expliquer que la mythologie révolutionnaire séduise toujours autant de personnes à travers le monde? Mais, vous savez, est-ce que c'est inconscience de la part des gens? Est-ce que non, ils ne se rendent pas compte? C'est naturel. C'est naturel. Parce que, après tout, les modérés ne font jamais rêver personne. Louis-Philippe, il ne fait rêver personne. Regardez, prenez nos élections présidentielles. On a eu un presque candidat modéré et un autre candidat modéré. Le candidat modéré, ça a été Raymond Barre. Il ne faisait rêver personne. Alors certes, les gens disaient « Ah oui, il dit les choses », mais Raymond Barre, il disait « Vous savez, ça ne va pas être marrant, vous allez souffrir pour résoudre les problèmes. » Ça ne fait pas rêver les gens. L'autre, ça aurait pu être Jacques Delors. C'était le même genre de personnage. Ils ne font pas rêver. Ceux qui font rêver, c'est ceux qui promettent le grand chambardement, la rupture. Et même Macron s'est fait élire en publiant un livre intitulé « Révolution ». Pourtant, il n'y a pas moins révolutionnaire que lui, mais peu importe. Voilà. Mitterrand promettait des lendemains qui chantaient, Chirac de réduire la fracture sociale, Hollande de réenchanter la politique. Donc, au fond, ça fait vibrer la corde de la rupture, de l'aventure. Et c'est vrai que beaucoup de gens jeunes sont fascinés par la Révolution, et c'est bien normal, parce que la Révolution
offre la promesse de l'action, le fait de faire des choses, de créer, d'inventer, même si ça doit passer par la violence. Et même la droite a eu ça avec Maurras et l'Action française. Parce qu'après tout, il y avait deux droites. Il y avait la droite Chateaubriand. Sortez vos mouchoirs et pleurez sur la monarchie défunte. Et puis Maurras arrive et dit non, la droite peut être révolutionnaire comme la gauche. Voilà, la droite peut faire des choses, elle peut devenir violente elle aussi, elle peut descendre dans la rue. Et il a enthousiasmé notamment les jeunes de son temps, gens de droite, parce qu'il leur promettait d'avoir une vie aussi remplie que la vie révolutionnaire des gens de gauche. Bien. On en conclut donc de tout ce que vous avez dit, ce dont nous avons débattu, que l'avenir de la Révolution en France n'est pas derrière elle. Non. Voilà.